Du coup, je m'appelle Natacha Monod, je suis une interne de troisième semestre du Désart et actuellement en stage avec Gustave Roussy et je vais vous parler de la peskétanie. Je ne vous apporterai pas forcément de grandes réponses sur ce sujet, mais c'est juste pour refaire le point sur cette molécule qui revient un peu dans le débat en anesthésie. J'ai été encadrée par le docteur Méni. Donc un petit point d'histoire sur les antirécepteurs NMDA, ils ont été synthétisés pour la première fois en 1956 par le chimiste Aaron Moses, qui synthétise la phéncyclidine, qui était très puissante en termes analgésiques, mais aussi très puissante en termes d'effets neurologiques psychodysleptiques. Et quelques années plus tard, en 62, Kevin Stevens en dérive la kétamine telle qu'on la connaît. Donc cette molécule, c'est la base de l'anesthésie dissociative telle qu'elle a été développée par les équipes de Mulhouse notamment en 64, qui est basée sur la déconnexion entre les aires corticales qui perçoivent l'information sensorielle et douloureuse et les aires associatives. Et elle va vraiment être utilisée et commercialisée vers 69, fin 60 et début 70, notamment aux États-Unis, et très utilisée dans la guerre du Vietnam chez les soldats blessés douloureux. Et un peu abandonnée entre ces années-là et plus tard 2000, parce que malgré tout, elle garde des effets neurologiques qui étaient assez importants et elle a été délaissée au profit de d'autres drogues d'anesthésie. Et elle revient dans la question d'hyperalgie induite par les morphiniques et notamment les stratégies d'OFA, où elle retrouve une nouvelle place et une prépondérance maintenant. Un point de physiologie sur les récepteurs NMDA. Donc c'est un récepteur qui a un rôle dans la transmission douloureuse, la sensibilisation centrale, qui font partie des mécanismes de douleur chronique. C'est un récepteur qui a besoin à la fois d'une stimulation neuronale, d'une dépolarisation neuronale, pour permettre la sortie de l'ion magnésium qui bloque le canaux calcique, et donc l'influx calcique. Et pour permettre ça, il faut aussi qu'il soit stimulé par le glutamate et son coagoniste, la glycine. Et la kétamine, elle, vient bloquer le site PCP et donc empêcher la formation intracellulaire de NO et de prostaglandines qui sont libérées par cette stimulation du récepteur NMDA. En termes de pharmacologie, la kétamine, ça existe sous deux formes. Celle qu'on connaît, en fait, c'est un mélange racémique, je parlerai de ça après, mais c'est un antagoniste du récepteur NMDA qui a un métabolisme hépatique et qui permet d'avoir un métabolite actif qui est la norkétamine. Un délai d'action rapide qui a une demi-vie de distribution de 10 minutes à peu près et une demi-vie d'élimination de 2-3 heures qui bien sûr va être modifiée par l'altération du métabolisme hépatique. Donc la kétamine, c'est un mélange de deux énantiomères en proportion équimolaire. Il y a la S-kétamine, qui est en fait la ES-kétamine dont je parle, et l'énantiomère R, qui sont juste des images en miroir, en fait, deux énantiomères. La S-kétamine, ce qu'on sait en termes de pharmacologie, c'est qu'elle est 4 fois plus puissante que son énantiomère R, avec une efficacité relative, du coup, comparée à notre mélange racémique de la kétamine, 2 fois plus important, avec le profil pharmacocinétique qui va être à peu près le même, en dehors d'une élimination qui est plus rapide de la S-kétamine. Donc ces intérêts, parmi les intérêts de la kétamine, il y a son utilisation en termes d'analgésie préventive, puisqu'elle diminue les douleurs post-opératoires, surtout les douleurs chroniques. Elle diminue l'usage d'opioïdes en post-opératoire pour les chirurgies les plus douloureuses, notamment susmésocoliques et thoraciques. Par contre, il n'y a pas ou peu d'effets sur les chirurgies qui sont peu douloureuses, comme les chirurgies tête et cou. Comme je disais, elle est utilisée dans l'anesthésie dissociative et puis elle est aussi utile pour la prise en charge des douleurs, notamment aux urgences, dans les douleurs neuropathiques chroniques. Et le sujet un peu récent de mode qui est la dépression résistante, puisqu'elle est proposée en tant que traitement en spray intranasal en traitement de la dépression résistante. Enfin, sur les effets dysphoriques, c'est qu'à dose analgésique, on n'a pas, voire très peu d'effets dysphoriques. Et ces effets vont être plus importants si on administre la kétamine chez un patient éveillé. Et un moyen de contrer ces effets-là, c'est d'administrer notamment des benzodiazépines. Donc c'est un avantage puisque ça n'a pas d'effet sur le débit cardiaque. C'est pas dépresseur respiratoire contrairement à nos hypnotiques. Donc le patient va garder une ventilation spontanée. Il peut même y avoir un effet bronchodilatateur. Et via l'effet de baisse de consommation de morphine, on a moins de nausées et vomissements post-opératoires. Parmi les effets indésirables, c'est que le patient peut avoir des hyperpressions artérielles, une augmentation de la fréquence cardiaque, ces effets psychodysleptiques qui vont être plus importants plus la dose augmente. Et en cas d'usage chronique, le patient qui peut avoir des troubles cognitifs, des troubles addictifs et des pathologies urinaires dont on n'a pas vraiment la physiopathologie, mais des types de cystites, d'épaississements vésicaux. Et quelque chose de beaucoup plus rare, qui est surtout vu chez les patients grands brûlés qui ont une exposition à forte dose et prolongée à la kétamine, des insuffisances hépatocellulaires. Donc avec tout ça, plus anecdotique, une hypersalivation également.
En termes de posologie, si on utilise la kétamine à dose analgésique, on vise une concentration plasmatique entre 20 et 100 nanogrammes par ml. Donc on a tendance à utiliser un bolus de 0,15 à 0,3 mg/kg, puis de mettre une IVSE à 0,15 mg/kg/h. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à augmenter les doses au-delà de 0,5 mg/kg puisqu'on ne va pas avoir plus d'effets analgésiques. En revanche, on s'expose à plus d'effets indésirables. Pour une anesthésie dissociative, on fait des bolus en général de 1 à 2 mg/kg. Et donc logiquement, si on se base sur la pharmacologie de la S-kétamine, on devrait diminuer par 2 les posologies que l'on utilise avec notre mélange racémique de kétamine. Ça, c'était juste un point pour dire que certaines études ont tendance à dire qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à faire un bolus IVD de kétamine à but analgésique. Puisque déjà en termes de pharmacologie, un bolus unique au bout de 20 minutes à peu près, on passe en dessous des doses analgésiques de kétamine. Et dans certaines études, on ne retrouve pas cet effet analgésique en post-opératoire en ayant juste fait un bolus de kétamine par rapport à avoir fait un bolus kétamine avec de l'IVSE pour la suite. Donc, qu'est-ce que nous dit l'utilisation de la kétamine en France? La commission de transparence a émis un avis en juillet 2021 qui était favorable pour son remboursement dans l'induction d'anesthésie et maintien d'anesthésie générale, également dans l'anesthésie en médecine d'urgence, et puis pour le contrôle de la douleur chez les patients qui sont intubés. Par contre, pas de place en tant qu'adjuvant d'anesthésie loco-régionale. Et à côté de ça, son amélioration du service médical rendu est 5, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, par rapport à la stratégie anesthésique qui utilise la kétamine. La SFAR dit à peu près la même chose. En 2022, elle a réémis un avis. Disons que c'est une nouvelle molécule quand même dans notre arsenal thérapeutique en France. Il n'y a pas beaucoup de littérature sur ce sujet, qu'il y a un surcoût. Et d'avoir la coexistence de la kétamine et de la S-kétamine, on s'expose à des risques d'erreurs médicamenteuses, voire un risque de substitution complète de l'un par l'autre. Et qu'on a encore besoin de plus d'études avant de se positionner sur son utilisation, qui a globalement un avis défavorable pour le moment de la SFAR. Juste un point sur le coût. C'était un calcul dans le Comdin du coût de l'utilisation de la kétamine par rapport à la kétamine pour une anesthésie générale, qui était entre 3 et 7 euros pour la S-kétamine et 3 à 4 euros pour la kétamine. Donc il y a certes un surcoût qui est à pondérer par rapport à l'intérêt qu'on trouve à cette molécule. Que font nos voisins par rapport à la S-kétamine? On voit que quand même de nombreux pays en Europe, notamment scandinaves, le Royaume-Uni, les Belges, les Allemands utilisent la S-kétamine, soit totalement substituent la kétamine, soit en majorité en tout cas la S-kétamine quand les pays l'utilisent. Et en termes de données de tolérance, j'ai mis juste les données de l'Allemagne. Il n'y a pas vraiment d'études actuelles qui comparent la S-kétamine et la kétamine à grande échelle sur les effets indésirables. En tout cas, on voit qu'en Allemagne, ils ont plutôt tendance à utiliser la S-kétamine. En termes de demande, ça correspond aussi, et qu'il y a très peu, dans des cas d'effets indésirables, que ce soit simple ou grave, et qu'on a tendance à avoir un peu moins d'effets indésirables avec la S-kétamine, mais ça reste pas une étude comparative, c'est des données d'utilisation courante qui ont été relevées, et ces événements restent dans tous les cas très très rares par rapport à la quantité de produits utilisés. Donc, que dit la littérature? Il y a très peu d'études de bon niveau de preuve. Il y a 6 essais contrôlés randomisés qui s'intéressent à la S-kétamine dans l'induction et le maintien d'anesthésie générale. La plupart sont comparés à des placebos. Je suis par la suite de vous parler des études de Brink et celles de Nixon parce qu'elles se passent dans la même chirurgie, qui sont des chirurgies d'arthrodèse lombaire, avec une étude qui prend des patients qui sont naïfs de morphinique et l'autre étude qui prend des patients qui, au contraire, ont un usage chronique de morphinique, ce que je trouve intéressant dans la physiopathologie des récepteurs NMDA. Et enfin, des études qui comparent la S-kétamine à la kétamine, on a très peu. Il y en a une que j'ai trouvée sympa des années 80 de l'équipe de White qui, elle, vraiment, avec l'anesthésie de l'époque, regardait les différences entre la S-kétamine et la kétamine en termes d'anesthésie. Puis une étude de pédiatrie que je n'ai pas parlé. Donc, S-kétamine versus kétamine. Donc, cette étude de White publiée dans la Cégiologie en 80. C'était une étude contrôlée randomisée monocentrique qui était en double aveugle avec 60 patients non graves, ASA 1, 2, avec une chirurgie mineure qui était en ambulatoire. Il comparait 3 groupes. Un groupe avec l'énantiomère S, la S-kétamine, un mélange racémique qui est notre kétamine habituelle, et l'énantiomère R-kétamine avec des posologies qui étaient adaptées à leurs propriétés pharmacologiques. Leurs résultats, c'était tout d'abord, ils avaient évalué l'anesthésie selon les critères de l'anesthésiste, les critères cliniques. À l'époque, il n'y avait pas le BIS, il n'y avait pas tout ça, donc c'était des critères cliniques des années 80 qui retrouvaient qu'en tout cas, dans 95% des cas, l'anesthésiste avait jugé l'anesthésie satisfaisante. Dans le groupe S-kétamine, ce qui était plus que les groupes de kétamine ou de R-kétamine, il y avait moins souvent besoin d'entendre un autre médicament d'anesthésie. Donc globalement, on retient qu'il y a une meilleure anesthésie avec la S-kétamine.
les effets indésirables, il y avait moins souvent des effets sur le système nerveux central, avec ce qui avait été relevé, c'était les hallucinations, les délires, les patients agités. Et ce qu'on voit, c'est que dans le groupe R-kétamine, qui est l'isotonium R, il y avait plus souvent des hallucinations, plus souvent des délires, alors qu'il n'y en avait pas, voire très peu dans le groupe S-kétamine. Et globalement, le patient était plus calme et moins agité dans le groupe S-kétamine. Pour le reste, il avait aussi observé moins de tachycardie, moins d'hypertension avec la S-kétamine, que les patients, quand ils avaient été réinterrogés a posteriori sur leur anesthésie, ils avaient tendance à préférer avoir reçu de la S-kétamine. Et dans le groupe R, il y avait plus de douleurs en aigu, il y avait aussi plus de peur post-opératoire de l'anesthésie. Pour les études qui comparent au placebo, donc j'ai les deux études dont je vous ai parlé qui se passent dans la chirurgie thoracique, je vais commencer avec celle de Brink, qui a été publiée en 2021 dans Anesthesia et Analgesia, qui se place dans un cadre d'essai contrôlé randomisé également en double aveugle, qui est monocentrique, qui a eu à Helsinki, avec à peu près 200 patients qui, eux, étaient naïfs d'opioïdes, qui n'avaient jamais reçu de morphinique et qui allaient avoir une arthrodèse ongle. Ils avaient 3 groupes, un groupe placebo qui recevait du sérum Phi, un groupe avec 2 groupes qui avaient différentes posologies de S-kétamine. Et les deux avaient un bolus de 0,5 mg/kg, puis le groupe K2, 0,12 mg/kg/h, et le groupe K10, 0,6 mg/kg/h. Juste un point, ça reste quand même des posologies qui sont assez importantes, puisque le groupe K2 correspond à peu près à ce que nous on fait avec la kétamine, et là c'est de la S-kétamine, donc théoriquement 2 fois plus puissant que de la kétamine. Alors, critère de jugement principal, c'était la consommation de morphine à 48 heures. Ils avaient également évalué en critères secondaires les douleurs post-op à 2 ans, les effets indésirables, le niveau de sédation à l'arrivée au CSPI, puis la confusion post-opératoire. Juste un point sur le protocole d'anesthésie, c'est qu'ils utilisaient du diazépam, donc des benzodiazépines qui peuvent fausser un peu qui peuvent altérer un peu la survenue des effets indésirables neurologiques dont ils utilisent comme critère secondaire. Les résultats sur leur critère principal, qui était la consommation de morphine à 48 heures, c'est pas de différence significative. Il y avait 180 mg de morphine dans le groupe C qui était consommé, versus à peu près 160 mg dans les groupes de S-kétamine, ce qui n'était pas significatif en termes de différence. Sur la douleur évaluée en post-opératoire, ils avaient évalué à différents temps chronologiques. Ils retrouvaient uniquement une significativité à 4 heures, mais pas avant, pas après, ce qui pose un peu la question de la pertinence de ce critère-là, en tout cas de ce résultat-là de significativité. Globalement, c'était pas différent à 48 heures, ni à 3 mois, ni à 2 ans, sur des échelles numériques. Pour les effets indésirables neurologiques, donc pareil, des critères, des événements qui étaient très très rares, parce qu'on voit qu'il y a très peu d'hallucinations. Il y a 2 événements sur les 200 patients, une dizaine de confusions, et globalement des effets neurologiques indésirables qui étaient très rares. Et donc ils ne retrouvent pas de différence entre les 3 groupes, mais est-ce qu'on peut en conclure quelque chose? Je ne pense pas, étant donné la rareté de ces événements. Et sur la sédation, de façon assez logique, ils retrouvaient des patients plus sédatés dans les 2 premières heures sur une échelle RAS, puisqu'on voit qu'ils étaient plus souvent RAS moins quelque chose, et dans le groupe de forte posologie de S-kétamine par rapport aux autres groupes, mais ça disparaissait assez vite après 2 heures post-extubation. La conclusion de cette étude, c'est que chez les patients qui étaient naïfs de morphinique en préopératoire, qui allaient avoir une chirurgie d'arthrodèse lombaire, ils ne trouvaient pas de différence significative de la consommation morphinique entre les patients qui recevaient de la kétamine, la S-kétamine, ou du placebo, et pas non plus de différence sur leurs critères secondaires, en dehors des patients qui étaient plus souvent sédatés au SSPI dans le groupe forte posologie de S-kétamine. À noter quand même que ces patients, il y avait un défaut de randomisation, puisqu'ils étaient déséquilibrés sur le sexe, il y avait plus de femmes dans certains groupes. Ils étaient également déséquilibrés sur l'ASA, sur l'étude de douleurs, notamment neuropathiques, entre les différents groupes. Il y avait un manque de puissance juste déjà sur le critère principal, parce qu'ils n'avaient pas assez de patients à analyser, et donc encore plus sur les critères secondaires. Je trouve que les posologies de S-kétamine étaient un peu surdosées si on se base juste sur la pharmacologie, et il y a trop peu d'effets indésirables pour pouvoir conclure sur leurs critères secondaires. En réponse un peu à ça, il y a l'étude de Nielsen qui a été publiée en 2017 dans Pain, qui elle se place également dans une étude contrôlée randomisée en aveugle, monocentrique à Copenhague, et donc 147 patients qui, eux, étaient dépendants d'opioïdes, qui avaient une consommation chronique d'opioïdes, et également avoir une arthrodèse lombaire. Il y avait 2 groupes, un groupe placebo avec du sérum Phi également, et un groupe S-kétamine, la posologie qui sont toujours de troubles élevés. Critères secondaires étaient similaires, consommation d'opioïdes ici à 24 heures. Donc dans les critères secondaires, la douleur, les effets indésirables liés au morphinique, les effets indésirables neurologiques et la douleur chronique à 6 mois.
Ce qui est retrouvé sur le critère principal, c'est une diminution de la morphine, de la consommation morphinique dans le groupe eskétamine par rapport au placebo, avec en moyenne moins 42 mg de différence entre les deux groupes, ce qui était significatif. Sur ça, ils ne retrouvent pas de différence significative en termes de douleur à 24 heures et à 6 mois en termes de critères secondaires, pas non plus sur les nausées vomissements ou la survenue d'effets indésirables neurologiques, type hallucination ou cauchemar. Ce qu'ils avaient, ils avaient également énormément de sous-critères secondaires et beaucoup de questionnaires sur le handicap. Et un seul de leurs questionnaires, c'est celui de O-Restrict, qui retrouve une différence avec moins de handicap dans le groupe eskétamine, mais c'est le seul qui a retrouvé une différence significative, les autres ne retrouvaient pas de différence. Et en réinterrogeant les patients, ils avaient l'impression d'avoir été améliorés sur leur douleur lombaire dans les groupes qui recevaient de la eskétamine quand on interrogeait à 6 mois. Ça ne correspondait pas à une différence de VA en revanche à 6 mois. Donc cette conclusion, c'est que chez les patients qui ont un usage chronique d'opioïdes, il y a un intérêt à mettre de la eskétamine, il y a une diminution de la consommation morphinique, et je trouve que ça répond un peu à la physiologie de ces récepteurs anti-NMDA qui ont besoin de cette stimulation, de cette ouverture qui est présente chez les patients qui sont douloureux chroniques pour avoir l'effet de la kétamine. Et enfin, ça reste les mêmes limites un peu que toutes les études randomisées contrôlées que l'on a actuellement. Souvent, la posologie de la eskétamine est un peu surdosée si on se base sur la pharmacologie de cette molécule. Ça reste des études qui sont contre placebo, qui sont pas assez puissantes pour montrer des différences sur les critères type effet indésirable et la tolérance. Et en termes d'études qui montrent vraiment un intérêt de la eskétamine, on n'a pas grand-chose qui compare la eskétamine à la kétamine. On a une vraie faiblesse de la littérature. Ce qu'on a en revanche, c'est de la pharmacologie qu'on connaît bien. Il y a une puissance qui est x2 par rapport au mélange racémique. C'est une molécule qui est éliminée plus rapidement, qui a moins d'effets psychodéceptifs. Et on peut se douter qu'elle a une bonne tolérance, parce qu'elle est quand même utilisée dans de nombreux pays européens. Sans qu'il y ait une rapportée de survenue d'effets indésirables. Et en plus, dans la physiologie plus globale des antirécepteurs NMDA, c'est un vrai intérêt sur les patients qui sont douloureux chroniques. La question qui reste, c'est donc plus de preuves bibliographiques et puis surtout un recul sur son utilisation au long terme en termes de tolérance et d'effets indésirables. Et à pondérer sur tout ça, est-ce que ce surcoût de la molécule est justifié par rapport à ce qu'elle nous apporte.